Bonjour à tous, je vais vous faire votre premier cours de biophysique. Nous allons parler des atomes, plus particulièrement du noyau et de sa stabilité. Donc comme vous le savez certainement, la matière est constituée d'un assemblage régulier de petites particules qu'on appelle atomes. Donc décortiquons cet atome, c'est une particule électriquement neutre qui est faite en deux parties. Le cortège électronique composé des électrons négatifs et le noyau composé des protons et des neutrons. Les protons étant chargés positivement. Vu que l'atome est neutre, la charge électrique des protons est égale à celle du cortège électronique. Dans le noyau, on a affaire à deux types de particules, donc les protons, comme on l'a dit précédemment, qui sont positifs et qui possèdent une charge élémentaire E+, et les neutrons qui sont neutres. Les protons et les neutrons sont appelés les nucléons et sont aussi composés d'autres particules. Ces autres particules, ce sont les quarks. Il en existe 6 types en tout. Mais ici, on va seulement s'intéresser à deux types de quarks. Les quarks up, qui ont une charge de plus 2 tiers de E, et les quarks down, qui ont une charge de moins 1 tiers de E. Le E, c'est toujours la charge élémentaire. Ainsi, si chaque nucléon a 3 quarks et que le proton est positif et le neutron est négatif, ça veut dire que le proton contient 2 quarks up plus 2 tiers et 1 quark down moins 1 tiers, ce qui fait une charge élémentaire de 1. Et le neutron a 1 quark up plus 2 tiers et 2 quarks down moins 1 tiers, ce qui fait une charge globale de 0. Les quarks sont donc les plus petites particules observables de la matière en l'état actuel des connaissances, et il existe également des gluons. Ces gluons, ce sont des sortes de particules sans masse qui agissent comme une colle en interagissant entre les protons et les neutrons, ce qui permet de garder le noyau soudé. Donc chaque électron porte une charge électrique élémentaire négative. Il est à noter que selon les différents modèles de l'atome développés au cours de l'histoire de la physique, on a souvent dit que les électrons gravitent autour du noyau, comme des planètes autour du Soleil. Sauf qu'aujourd'hui, le modèle en vigueur, c'est celui de Schrödinger, qui stipule que les électrons constituent un nuage dans lequel on peut seulement parler de probabilité de présence. On ne sait jamais où se trouvent les électrons, on raisonne donc en termes de probabilité. Ça, c'est important. Donc, nous avons parlé de la matière et de quoi était constituée. Maintenant, on va s'intéresser de plus près à l'atome. Donc, l'atome, il est défini par son nombre de protons et d'électrons, car ils sont égaux pour que l'atome soit électriquement neutre. Toutes ces espèces chimiques qui ont le même nombre de protons appartiennent au même élément chimique. Ainsi, un élément chimique se définit par AXZ. X désigne le nom de l'élément chimique, par exemple le carbone c'est C. A c'est le nombre de nucléons, donc les protons plus les neutrons, on l'appelle aussi le nombre de masse. Z c'est le nombre de protons, et par conséquent, il est aussi le nombre d'électrons. Voilà. C'est aussi ce qu'on appelle le numéro atomique. Donc, prenons l'exemple du carbone. Il y aura dans un atome de carbone 12, donc 6 protons et 6 neutrons, c'est le nombre de masse 12. Le carbone, c'est le C. Et on aura comme numéro atomique 6 protons. Donc, par exemple, pour le carbone 14, on aura 6 protons, toujours, vu que c'est ce qui définit l'élément, et on aura 8 neutrons, ce qui nous donne un nombre de masse A égal à 14. Et on reste toujours sur le même numéro atomique de 6. Voilà, donc notez bien aussi que le nombre de neutrons, on l'obtient en faisant A-Z. Voilà. Donc tous les éléments chimiques qui existent dans l'univers sont répertoriés dans le tableau de Mendeleïev, ou tableau périodique des éléments, que vous avez sûrement vu au lycée, où on retrouve le carbone, l'azote, l'oxygène, l'iode, tout ça, tout ça. Donc maintenant que l'on a vu la structure et comment fonctionnaient nos atomes, voyons ce qui se passe au niveau de leur noyau. Donc vous pouvez voir sur la diapo un diagramme de Segre qui indique la zone de stabilité des atomes que l'on appelle la vallée de la stabilité. Ce diagramme exprime le nombre de neutrons en fonction du nombre de protons, donc N en fonction de Z, et la première bisectrice est la courbe Z égale N, que vous pouvez voir sur le petit schéma à cet endroit-là. On voit donc que l'immense majorité des éléments chimiques de l'univers ont un N supérieur
au nombre de Z. La vallée de la stabilité désigne les noyaux qui sont en rouge et qui ne vont donc pas se désintégrer. Tous les autres noyaux vont essayer de se désintégrer le plus vite possible pour essayer de devenir des noyaux stables. La désintégration est donc la transformation des noyaux des atomes pour essayer de devenir des noyaux plus stables. Donc en se référant au diagramme de Segre, on remarque que lorsqu'il y a trop de neutrons, on se retrouve dans le cas bleu. Donc on va réaliser une émission β- et on va transformer un neutron en proton plus un électron. Et l'électron émis, on appelle ça une particule β-. Si le noyau a trop de protons, on se retrouve dans le cas vert ici. Et on va transformer le proton en un neutron plus un positron. C'est un électron positif. Et le positron émis, on appelle ça une particule β+. Et si de manière générale on a trop de nucléons comme ici en jaune, on va avoir l'émission d'une particule alpha qui n'est autre qu'un noyau d'hélium avec 2 protons, 2 neutrons, donc H4,2 si vous voyez le AZX. Ce sont donc les 3 types de désintégration majoritaire qui existent, et nous allons maintenant aborder plus en détail les différents types de désintégration radioactive. Donc parlons à présent des désintégrations radioactives. Il en existe de plusieurs sortes, les désintégrations par interaction forte, par interaction faible et par interaction électromagnétique. De manière générale, on appelle l'atome qui se désintègre l'atome père, et celui qui se crée l'atome fils. Dans la plupart des désintégrations, des particules sont émises, en plus de l'atome fils qu'ils créent. Donc ici, nous avons les désintégrations par interaction forte, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc premièrement, il y a la fission nucléaire. C'est la fissure d'un noyau, et c'est quelque chose qui dégage beaucoup d'énergie, mais qui aussi demande un très gros apport énergétique pour avoir lieu. On a ensuite l'émission alpha, dont on a parlé tout à l'heure. Lorsqu'un noyau père a un excès de nucléons, il émet un noyau fils qui perd 2 protons et 2 neutrons, soit 4 nucléons, ce qui nous donne ici l'atome d'hélium, la particule alpha, et ici on perd bien 4 nucléons et 2 protons, donc aussi 2 neutrons. Nous allons maintenant passer aux désintégrations par interaction faible. Ce sont des désintégrations qui libèrent moins d'énergie, mais qui restent quand même très dangereuses. Donc l'émission β-, par exemple, le noyau père a trop de neutrons. Il va donc transformer un neutron en proton plus un électron. Donc on a un neutron qui se transforme en proton plus un électron. Et on a aussi émission d'une particule qui se note nu bar ici, 0, 0. Et c'est en fait un antineutrino. En fait, l'antineutrino, c'est lorsque les physiciens ont regardé l'énergie du père comparée à l'énergie du fils, on se rendait compte que la somme des énergies était différente, et elle était en fait emportée par cette particule antineutronique. Maintenant, on a aussi l'émission β+, donc c'est une désintégration artificielle. Le noyau père a trop de protons, il va donc transformer un proton en neutron, donc ici on a bien une perte de protons, et on va avoir l'émission d'un positron, donc c'est un électron positif, et un neutrino, ce coup-là, et pas un antineutrino. Il est à noter que du coup, si cette désintégration est dite artificielle, c'est car la plupart de ces atomes sont créés artificiellement par des accélérateurs de particules, et c'est très utilisé en imagerie médicale. Donc maintenant, parlons de la capture électronique, qui est une désintégration par interaction faible. Elle est en compétition avec la désintégration β+. Le noyau ayant un excédent de protons, on aura, en fonction de l'énergie qu'on va apporter pour faire cette désintégration, le choix entre la capture électronique ou la désintégration β+. On pourra alors parler de probabilité de désintégration via telle ou telle voie. Comme son nom l'indique, il s'agit cette fois de capturer un électron des couches électroniques. On va aller chercher un électron de la couche K et on va le transformer en nucléon. On va aussi émettre un neutrino lors de cette réaction, comme pour la β+. Enfin, nous avons les désintégrations électromagnétiques, comme l'isomérisme nucléaire. À la suite d'une désintégration d'un noyau fils, il peut se trouver dans un état qu'on dit métastable ou non fondamental, c'est-à-dire qu'il lui reste une énergie excédentaire après sa désintégration,
Donc lorsque notre élément est dans un état métastable, on va le noter avec un petit M ici. Donc c'est le cas du technetium 99 qu'on utilise beaucoup en imagerie médicale. Donc on va se débarrasser de cette énergie en émettant un rayon gamma. C'est donc ce qu'on appelle l'isomérisme nucléaire. Notez que nous allons pouvoir retrouver cette émission gamma après toutes des intégrations que l'on trouve dans la nature, qu'elles soient alpha ou bêta. Donc ensuite nous avons pour les interactions électromagnétiques la conversion interne. Donc le noyau est dans un état métastable et transfère son énergie à un électron de son cortège, et au lieu d'émettre un photon gamma, on va carrément faire sortir l'électron de l'atome, tellement l'énergie apportée est importante. Voilà, donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail qui s'affiche sur le diaporama. Et vous pourrez aussi poser des questions lors de la séance de TD que vous aurez prochainement. Merci aussi à Ovidius Cobaye XRM pour la précision et la qualité de documents pédagogiques. Et merci à vous. Bon après-midi.